Si je te capte déjà très très bien. Voilà. Bienvenue encore une fois. Merci et bienvenue aux personnes qui sont là, qui nous suivent. Je pense que nous pouvons déjà commencer. Donc, ce soir, nous allons explorer un nouveau... nous allons voir comment on peut protéger nos données sur Internet parce que j'ai essayé un peu de quitter le monde du web pour apprendre aussi aux personnes comment est-ce qu'on peut protéger nos données, comment est-ce qu'on peut être développeur, mais parfois nous sommes un peu distraits sur le fait de protéger nos données. Alors, j'ai préféré parler de ceci aujourd'hui pour informer un peu plus aux personnes sur la sécurité informatique. Alors, si vous êtes déjà tous prêts et si vous me captez très très bien, vous pouvez nous informer en commentaire. Comme ça, nous pourrons déjà commencer. Ou si vous ne me captez pas très très bien, vous pouvez me dire et comme ça, je vais essayer d'améliorer ma connexion. Alors, Tacite, est-ce que tout le monde me capte? De ma part, ça va. Je sais pas si ça pour les autres et ça marche, mais pour moi, je vous capte très bien. Voilà. Il y a D'accord. Merlin qui capte bien, Il y a oui. Merlin aussi qui nous capte. Je pense qu'on peut commencer comme il y a deux ou trois personnes. Ok. Alors, notre sujet s'intitule Les fondamentaux de la sécurité informatique. Protéger ses données personnelles en ligne. Alors, Tacite, on peut passer. Vos données personnelles sont-elles vraiment en sécurité? Parce que si on essaie de se poser la question, on peut revenir en tout cas sur beaucoup de choses qu'on a déjà exposées sur les réseaux, beaucoup de choses qu'on partage comme information, mais la plus grande question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir si nos données sont vraiment en ligne. L'exposé que nous allons faire aujourd'hui nous relève les fondamentaux de la cybersécurité et les gestes essentiels pour nous protéger en ligne. Alors, nous allons déjà passer à l'introduction. Tacite, on peut passer. Voilà. Qu'est-ce qu'est la cybersécurité? Beaucoup de gens entendent parler de la cybersécurité, mais ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'est la cybersécurité. La cybersécurité est un ensemble complet de mesures destinées à protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre l'accès non autorisé, les attaques et les dommages. Dans un monde de plus en plus numérique, il est essentiel de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information. Mais nous pouvons aussi nous demander pourquoi est-ce important de protéger ces données personnelles en ligne. Il est crucial de protéger vos données personnelles en ligne pour plusieurs raisons. Alors, quelles sont ces raisons? Premièrement, nous avons le vol, la prévention du vol d'identité. Qu'est-ce que nous entendons par vol d'identité? Souvent, vos données personnelles telles que votre nom, votre adresse, votre numéro de sécurité sociale ou vos informations bancaires peuvent être utilisées par des personnes malveillantes pour usurper votre identité. Ces personnes peuvent ainsi ouvrir des comptes bancaires, souscrire des prêts ou effectuer des achats en votre nom, ce qui peut avoir des conséquences financières et juridiques
des conséquences encore très graves. Deuxièmement, nous avons la protection de votre vie privée. Il faut vraiment protéger vos données personnelles qui relèvent les informations sur votre vie privée, vos habitudes, vos préférences et vos relations. Ces données-là peuvent être utilisées pour vous cibler avec des publicités intrusives, soit aussi pour vous espionner ou vous harceler et voire même vous faire chanter. Voilà pourquoi on demande toujours aux gens d'être vigilants sur les réseaux sociaux. Ensuite, comme point C, nous avons la sécurité de vos appareils. Des logiciels malveillants peuvent être utilisés pour infecter vos appareils comme vos ordinateurs, vos smartphones, des tablettes et ainsi voler vos données personnelles pour espionner vos activités ou même voire endommager votre appareil. Et le point D, nous avons la protection de vos enfants. S'il y avait des parents exposés, on allait vraiment insister sur ce point, la protection de vos enfants. Parce que les enfants sont particulièrement vulnérables aux dangers d'Internet, tels que les cyberharcèlements. Il y a souvent des enfants qui sont harcelés sur Internet. Il y a aussi la pédopornographie. Il y a vraiment des vidéos et des images qui circulent et souvent nos enfants ne sont pas protégés sur les réseaux et ils sont exposés à tout cela. Nous avons aussi des prédateurs en ligne qui ne dorment pas et qui sont là souvent parce que vous savez, il y a des sites qui vous demandent votre âge et lorsque on voit vraiment que c'est un enfant, ce sont souvent des personnes qui sont exposées. Voilà pourquoi il est important de protéger les enfants en leur apprenant à utiliser Internet de manière responsable et en surveillant leur activité en ligne. Tacite, on peut passer. Nous allons voir les menaces courantes. Voilà, les menaces courantes qui sont sur les nets. Premièrement, nous avons les phishing. Le phishing ou hameçonnage, je pense beaucoup de gens, beaucoup d'informaticiens savent le phishing. On peut passer. Voilà, le phishing ou hameçonnage. C'est parmi des menaces qu'on trouve couramment sur les nets. Qu'est-ce que le phishing? C'est une tentative de vol d'informations sensibles, comme les identifiants, les mots de passe, les données bancaires. Mais les personnes là-bas vont se faire passer pour une entité de confiance telle qu'une banque, un site qui vous donne du travail, un site qui vous paye pour ceci et cela. Mais comment reconnaître un email ou un site web frauduleux? Premièrement, nous avons l'adresse de l'expéditeur qui est suspecte. Il faut souvent vérifier attentivement l'adresse mail. Les fraudeurs utilisent souvent des adresses qui ressemblent à celles d'entreprises légitimes, mais avec des légères variations. Par exemple, il y a des fautes d'orthographe, il y a des chiffres qui sont ajoutés, etc. Il faut souvent vous méfier des adresses génériques. Comme exemple, nous avons norply, je sais pas, gmail.com et tout. Ces adresses là-bas, ce sont des adresses qui copient les entreprises légitimes et ils utilisent souvent pour espionner les gens sur les nets. Ensuite, nous avons les contenus du message est alarmant ou trop beau pour être vrai. Souvent, on s'est fait arnaquer de cette façon, pardon. Vous vous faites arnaquer parce que vous voyez le message qui vous attire premièrement et vous pensez que non. Vous vous sentez touché et vous pensez que non, il faut vraiment que vous puissiez accéder à ces sites, donner vos informations afin d'être payé. C'est de cette façon que nous faisons duper sur les nets. Les emails frauduleux, ils ont souvent tendance à nous vendre du rêve. Parce que lorsque vous voyez... non, oui, on n'a pas encore fini. Non, on peut rentrer. Voilà. Non,
Les slides, oui. Le contenu du message est alarmant pour être vrai, c'est le point 2. Voilà. Parce que les emails frauduleux, ils créent souvent un sentiment d'urgence. On vous dit, votre compte sera suspendu si vous ne cliquez pas ici. Et directement, vous cliquez et c'est par là que la plupart des gens se font arnaquer. La plupart des gens vont nous dire, oh non, voilà, j'étais juste sur le net, on m'a dit de cliquer ceci, cela, et voilà, mon compte a été piraté. Comme le troisième point, comme exemple d'hameçonnage, nous avons le message contient des fautes d'orthographe ou de grammaire. Ça, nous le savons souvent parce que les messages de sites qui sont vraiment légitimes sont des messages qui sont corrigés, révisés et c'est rare de fois qu'on peut retrouver là-bas des fautes de grammaire. Ensuite, le point 4, nous avons le message vous demande des informations personnelles ou financières. Les entreprises légitimes ne demandent jamais ce type d'informations, que ce soit pour un paiement, que ce soit, comment je peux dire ça, soit qu'on puisse vous engager. Ça ne demande pas souvent ces informations-là. Vous avez déjà vu un site web, lorsque vous cliquez, on vous dit que non, il y a un travail qui est disponible, mais vous serez payé peut-être 14 dollars par heure. On vous demande les informations de votre compte bancaire. Parfois, vous voyez, on vous dit entrez votre numéro de compte et souvent, ils ont l'habitude de vous demander votre CVV. Le code secret là-bas que la banque attribue à une personne. C'est vraiment une erreur que nous commettons parfois sans le savoir, vous donner ces genres d'informations-là qui sont personnelles. Et c'est par là que la personne là va accéder directement à votre compte bancaire. Parce que le numéro là CVV qu'on vous demande, c'est un numéro que vous-même, utilisateur, vous devrez savoir ça et ne pas le partager. Lorsqu'on vous le donne à la banque, on vous dit, il ne faut jamais partager ces informations ici. Mais lorsque vous voyez, non, vous serez payé comme ça par heure, vous êtes souvent tenté et vous donnez ce genre d'informations, ce qui n'est pas correct. Ensuite, nous avons les liens dans les messages qui sont aussi suspects. Ça, nous les savons souvent. On vous dit soit passez votre souris sur les liens sans cliquer pour voir l'adresse réelle. Ou soit on peut dire elle peut être différente de celle affichée. Méfiez-vous de ces genres de raccourcis. Les petits liens là-bas qui n'ont ni HTTP ni HTTPS quoi. C'est juste un truc du genre bit.live et c'est un petit lien là où on te demande de cliquer. Souvent c'est pour vous, c'est juste pour vous duper et souvent nous tombons dans les pièges. Ensuite on peut passer. Nous avons aussi les pièces jointes qui sont suspectes, mais on va aussi voir pour les sites web frauduleux. Comment reconnaître un site web frauduleux? Premièrement, l'adresse du site est suspecte. Il faut avoir l'habitude de vérifier que l'URL est correcte. Le fraudeur utilise souvent des adresses qui ressemblent à celles des sites légitimes. Méfiez-vous des adresses avec des fautes d'orthographe ou des caractères étranges. Les sites web n'est pas sécurisé. Comment reconnaître un site web sécurisé? Nous le savons, normalement en informatique, c'est le HTTPS. C'est pour reconnaître un site web sécurisé, il faut vérifier s'il y a S à la fin de HTTP. Le S là signifie que la connexion est chiffrée. Voilà pourquoi il faut souvent être vigilant. Ensuite, nous avons le contenu du site web est de mauvaise qualité. Cela vous montre directement que ce site vraiment, il n'est pas sécurisé. C'est pas un site légitime. Les sites web vous demandent des informations personnelles ou financières, comme nous l'avons cité ici en haut. Ces sites-là, il faut vraiment se méfier lorsque vous voyez déjà vos informations personnelles sont demandées. Ensuite, les sites web proposent des offres trop belles pour être vraies, ça nous l'avons dit. Et les sites web ne contiennent pas des mentions légales ou politiques de confidentialité. Parce que souvent, la politique là, des confidentialités, d'abord, la majorité des personnes n'ont pas l'habitude.
Parce que lorsque vous voyez un long message, à la fin, vous cliquez sur accepter et continuer. Et lorsque vous acceptez et continuez, il faut souvent avoir cette habitude de savoir que vous acceptez d'être piraté et de continuer. Alors, Tacite, on peut passer pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes victimes d'un phishing. Premièrement, j'ai mis des actions courtes qu'on peut faire lorsque on est victime d'un phishing. Premièrement, agir vite. Agir vite, cela veut dire changer le mot de passe ou contacter les institutions concernées. Ça dépend de là où vous avez été piraté. Si, par exemple, c'est sur Facebook, sur Instagram, il y a souvent ce genre de paramètres. Là, on vous demande de causer avec le Instagram, les personnes qui font la maintenance d'Instagram et tout, qui gèrent Instagram. Il y a souvent un moyen de signaler que vous avez été piraté. Ensuite, nous avons évalué les risques. Surveiller les comptes et analyser vos appareils. Ça dépend de là où vous avez été piraté, quel appareil qui a été piraté. Il faut avoir l'habitude de surveiller ça. Après, pour prévenir, il faut d'abord renforcer la sécurité et être vigilant. Ensuite, signaler et porter plainte. Informer les autorités si besoin. Ça dépend de la grandeur du piratage parce que souvent, lorsqu'on pirate vos petits comptes, vous avez juste l'habitude de signaler les comptes là. Mais si vraiment vous êtes un développeur et vous avez été piraté, votre site a été piraté, si peut-être vous êtes aussi un commerçant et votre site a été piraté, il est souvent recommandé de signaler les autorités si besoin. Tacite, on peut passer. Alors, un autre danger qu'on a sur les nets, nous avons les malwares. Ce sont des logiciels malveillants. Alors, qu'est-ce qu'un malware? Un malware, c'est une abréviation de malicious software. Vous allez me pardonner, je ne suis pas anglophone, mais quand même, vous avez déjà compris. Ce sont des logiciels malveillants. Un logiciel malveillant ou malware. Il est conçu dans le but de nuire à un système informatique, un réseau ou un appareil. Les malwares peuvent avoir diverses intentions allant du vol de données à la destruction du système en passant par la perturbation des opérations ou l'espionnage des utilisateurs. On peut passer. Donc, c'est tout comme définition des malwares. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser après. Quels sont les différents types de malware? Nous avons les virus. Qu'est-ce qu'un virus? Un virus, c'est un programme informatique qui se réplique en s'insérant dans d'autres programmes. Donc, il faut comprendre que ce contexte, il est le même que dans le contexte de la santé. Donc, comme vous connaissez les virus dans le contexte de la santé, c'est de la même façon qu'il faut aussi percevoir les virus dans le contexte de l'informatique. Parce que l'informatique et la médecine, on dirait que ce sont deux sciences qui sont complémentaires. Les virus se propagent souvent via des pièces jointes, des chargements infectés ou des clés USB. Ça, tout le monde le sait. Les virus peuvent endommager les fichiers, supprimer des données ou perturber le fonctionnement du système. Un autre malware, nous avons les vers. Un vers est un programme autonome qui se propage à travers les réseaux sans nécessité d'intervention humaine. Là, vous allez penser que nous sommes dans la médecine, mais c'est le même contexte. Le vers exploite les vulnérabilités des systèmes pour se propager rapidement. Les vers peuvent consommer des ressources réseau, ralentir les systèmes et ouvrir les portes débordées pour d'autres attaques. Ensuite, nous avons aussi le chevaux de Troie ou Trojan.
Qu'est-ce qu'un cheval de Troie? Le cheval de Troie, c'est un programme qui s'est fait passer pour un logiciel légitime pour tromper les utilisateurs. Une fois installé, il peut effectuer des actions malveillantes comme voler des données, installer d'autres malwares ou ouvrir des portes dérobées. Contrairement aux virus et aux vers, les chevaux de Troie ne se répliquent pas. C'est la seule différence que nous avons. Ensuite, nous avons les ransomware. C'est un type de malware qui chiffre les données d'un utilisateur et exige une rançon pour les déchiffrer. Il peut se propager via des emails, des téléchargements infectés ou des vulnérabilités des systèmes. Les ransomware peuvent causer des pertes de données importantes et perturber les opérations. Ensuite, nous avons des logiciels espions. Un logiciel espion, c'est tout simplement un programme qui surveille les activités d'un utilisateur sans sa permission. Donc, vous êtes là sur votre ordinateur, mais il y a un autre programme qui est en train de suivre votre activité, tout ce que vous faites sur votre ordinateur, il y a une autre personne qui est en train de le voir. Après, nous avons le adware. Le adware, c'est un programme qui affiche des publicités non désirées sur ordinateur et parfois il peut être installé avec des logiciels gratuits non infectés. Souvent, le adware ici ralentit votre système et vous allez voir des publicités intrusives et collecter des données sur des habitudes de navigation. En tout cas, ça, c'est très courant sur certains ordinateurs. À la fin, nous avons les rootkits. Un rootkit, c'est un ensemble d'outils qui permettent à un attaquant de cacher sa présence sur un système. Donc, vous pensez que vous êtes le seul à gérer, mais il y a une autre personne qui se cache, mais qui quand même est en train de gérer avec vous des invités indésirables dans votre système. Les rootkits sont souvent utilisés en combinaison avec d'autres malwares pour maintenir un accès persistant au système compromis. Alors, Tacite, nous allons passer. Je ne sais pas, voilà. Comme menace encore, nous avons les mots de passe faibles. Ça, en tout cas, la plupart des personnes négligent les mots de passe, mais il faut vraiment en parler. Qu'est-ce qu'un mot de passe faible? Les mots de passe faibles sont souvent une porte ouverte aux cybercriminels, car ils sont faciles à deviner. Les mots de passe faibles sont souvent des mots courants, des dates de naissance, des noms ou une suite de chiffres simples. En tout cas, vous avez cette habitude, je ne sais pas pourquoi, de mettre des mots de passe que tout le monde peut deviner. Comme par exemple, il y a des personnes qui peuvent faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou ça, vous voyez la personne écrit juste AZERTY. Ou par exemple, comme moi, mon nom c'est Ansima. Mon mot de passe, vous voyez, le mot de passe c'est Ansima 1, Ansima 2. Un mot de passe qui est facile à deviner. Les pirates informatiques utilisent des logiciels qui testent automatiquement des milliers de combinaisons courantes et des dictionnaires de mots de passe. Ah oui, ça existe. Les dictionnaires de mots de passe existent et il ne faut pas vraiment, quand vous créez votre mot de passe, il faut vraiment avoir votre tête en place et créer un mot de passe solide que personne ne pourra deviner. Un mot de passe faible sera rapidement découvert si les pirates ont utilisé les logiciels là-bas ou les dictionnaires de mots de passe. Alors, comment créer des mots de passe forts? Tacite, on peut passer, comme ça on apprend aux gens à créer au moins des mots de passe qui sont robustes. Voilà. En ce qui concerne la longueur, un mot de passe fort doit comporter au moins 12 caractères, idéalement plus, soit 12, 13, 14, mais au moins 12.
En termes de complexité, utilisez une combinaison de lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des symboles comme par exemple le point d'exclamation, arrobase, le hashtag, le dollar, pourcentage, etc. Il faut éviter les informations personnelles, s'il vous plaît. N'utilisez pas votre nom, votre date de naissance, les noms de vos proches ou d'autres informations facilement accessibles. Vous voyez parfois les gens qui sont peut-être en couple ou les mariés, vous allez voir, il met la date de naissance de son enfant, la date de naissance de sa femme, la date de naissance ou peut-être la date de mariage ou je ne sais pas quoi. Si je suis un pirate et je veux m'attaquer à ton logiciel, mais je t'assure, je vais essayer toutes les combinaisons possibles en commençant par toutes tes informations, les informations de ta femme, de ton enfant, on va tout essayer. Et à la fin, on va trouver la combinaison qui va ouvrir, qui va nous donner accès à tes données. Il faut aussi utiliser des phrases de passe. Souvent, beaucoup de gens n'ont pas cette habitude. Une phrase de passe, c'est une longue phrase facile à retenir, mais difficile à deviner. Par exemple, j'aime les chats et les chiens 2024. Bon, vous allez me dire le chien parce que vous entendez les chiens en train d'aboyer ici, mais c'est bon. Si toi, tu viens me pirater, je ne vois pas comment tu pourrais deviner cette phrase. Mais si c'est ma date de naissance, facilement tu pourrais la deviner et je te donnerai directement accès à mes informations. Mais les phrases de passe sont souvent recommandées pour vous sécuriser. Il faut aussi utiliser un gestionnaire de mots de passe. Les gestionnaires de mots de passe, j'ai stock de mots de passe forts pour vous, ce qui vous évite d'avoir à les mémoriser. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent ici des iPhones, mais au moins dans des iPhones, il y a déjà des gestionnaires de mots de passe. Là où, lorsque vous voulez peut-être accéder à votre cloud et vous avez déjà oublié le mot de passe, ça vous donne tous les mots de passe qui ont déjà été enregistrés dans votre téléphone et vous n'avez qu'à cliquer sur celui du cloud, je ne sais pas comment. L'importance de ne pas l'importance de ne pas réutiliser le mot de passe. Je vais vous les donner juste comme ça. La réutilisation de même mot de passe expose à des dangers suivants. Donc, écoutez-moi. Lorsque vous utilisez un seul mot de passe pour plusieurs comptes, voilà les dangers auxquels vous vous exposez. Le risque de compromission en chaîne. Si un de vos comptes est piraté, tous les comptes utilisant le même mot de passe sont également compromis. Il y a aussi la difficulté à retracer les violations. Si vous avez utilisé le même mot de passe partout, il est difficile de déterminer quel compte a été piraté en premier. Parce que du moment où moi je m'introduis dans votre système, je pirate un compte, tous les autres vont suivre. Et là, vous allez tout perdre. J'aurai accès à tout et facilement. Tacite, on peut passer. Je ne sais pas si Tacite, voilà. Les autres menaces sont les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Tunayua bato bamingi banapinda bya bure. Mais lorsque vous êtes sur ce genre de réseau, assurez-vous au moins d'être sécurisé au maximum. Parce que les réseaux publics, vous voyez souvent, les réseaux yenye iko wazi. Unakuya tu unajiconnecter, unasema bon basi, itakuwa ni profiter connexion à bure. Mais il y a quand même des risques qui sont liés à l'utilisation des Wi-Fi publics. Par exemple, nous avons l'interception des données. Tout ça, ça nous ramène au piratage. Vol mot de passe, informations bancaires, vol d'identité, piratage des comptes, diffusion des logiciels malveillants. Pale koko na jiconnecter kuile Wi-Fi à bure.
Et n'a pas les palais quoi infecté parce qu'il y aura des personnes qui sont aussi informées qu'il y a un Wi-Fi public quelque part et des gens viennent s'y connecter. Tu profiter voici mon désordre, tout a infecté votre palais et voilà, tout à parler, tu es venu, ton téléphone ou ta machine était protégée, soi-disant protégée, mais tu ressors de l'endroit avec des virus, on t'a piraté, tu perds tes données, tu ne comprends plus rien. Ainsi, on peut passer. On va voir comment se protéger sur les réseaux Wi-Fi publics. Au moins, ça va nous aider. Il faut éviter des transactions sensibles. Lorsque tu sais que tu es sur un Wi-Fi public, ou si tu sais que peut-être ton ami t'a partagé la connexion quelque part, il faut éviter les transactions sensibles, banque, achat en ligne. Il faut vraiment éviter ce genre de choses. Et lorsque vous êtes encore sur un Wi-Fi public, il faut utiliser un VPN. VPN, c'est l'abréviation des Virtual Private Network. Il faut savoir aussi désactiver le partage des fichiers, utiliser le HTTPS et couper le Wi-Fi quand il n'est pas utilisé. Vous allez peut-être me demander pourquoi utiliser un VPN, mais les VPN aident à chiffrer votre connexion Internet et ça masque aussi votre adresse IP. Ça protège vos données des regards indiscrets, si on peut dire ça. Et les VPN aussi permettent d'accéder à des contenus géorestreints. Voilà pourquoi la plus grande partie d'informaticiens ont l'habitude d'utiliser des VPN s'ils sont quelque part connectés à des Wi-Fi publics. Alors, quelles sont les bonnes pratiques en informatique pour éviter de se faire pirater? Tacite, on peut passer. Voilà. Là, vous allez me demander, c'est la médecine ou quoi? Non, 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 non. On va vous donner juste les bonnes pratiques. Lorsque tu es malade, il faut quand même savoir être soigné. Alors, nous avons la mise à jour des logiciels. Si on peut passer. Mise à jour des logiciels. Souvent, vous avez vos ordinateurs, vos téléphones et tout. On vous affiche qu'il faut faire la mise à jour. Mais je suis sûre que la plus grande partie néglige la négligence de faire la mise à jour. Pourquoi les mises à jour sont importantes pour la sécurité? Les mises à jour sont importantes parce qu'elles permettent de corriger les vulnérabilités exploitées par les pirates, mais aussi protéger contre de nouveaux logiciels malveillants. Lorsque votre téléphone est à jour, on peut dire qu'il est protégé. Les mises à jour aussi améliorent la stabilité et la performance du système. Comment configurer les mises à jour automatiques? Donc, je ne sais pas s'il faut encore que je puisse expliquer ceci, mais s'il y a une personne qui ne sait pas comment configurer, peut soit prendre la capture d'écran là-bas pour faire sa mise à jour maintenant là, ou soit la personne peut juste attendre et elle ira suivre la rediffusion de notre exposé sur YouTube. Mais sur Windows, c'est facile. Vous allez dans Paramètres, mise à jour sécurité, Windows Update, options avancées, mise à jour automatique. Et là, vous cliquez, vous commencez la mise à jour. Je sais que peut-être la plus grande partie a Android et iOS. Vous savez qu'il faut aller dans Paramètres, Système, mise à jour du système, mise à jour automatique. Dans iOS, c'est souvent Réglage général, mise à jour logiciel, mise à jour automatique. Ça, la plupart des gens savent. Mais aussi, nous avons les antivirus et les pare-feux. L'importance d'utiliser un antivirus et un pare-feu. Tacite, on peut passer. Non, on peut revenir un peu en arrière. Voilà. Quelle est l'importance de l'utilisation d'un antivirus et un pare-feu?
Pour un antivirus, l'antivirus permet de détecter et de supprimer les logiciels malveillants et les pare-feux bloquent les accès non autorisés à votre ordinateur. Bon, comme un petit conseil, je peux juste vous donner, lorsque vous pouvez peut-être me demander comment choisir un bon antivirus. Il faut regarder le taux de détection élevé, vérifier les tests indépendants. Je ne sais pas si on s'y comprend. Il faut aussi vérifier la protection en temps réel. Il faut voir si votre antivirus assure une surveillance continue. Il faut aussi voir si votre antivirus fait les mises à jour régulièrement. Je pense que là, vous pouvez vraiment savoir si votre antivirus est parfait pour votre ordinateur et regardez aussi quand même la réputation de votre antivirus. Pour ceux qui peuvent aussi me demander comment configurer les pare-feux, je ne l'ai pas mis dans mon exposé, mais si vous avez besoin de le savoir, écrivez cela dans les questions et je pourrai y répondre et je pourrai vous donner la façon de configurer votre pare-feu. Et j'espère au moins que vous avez les stylos et les papiers. Vous pourrez noter sur Android, sur Mac, sur Windows, sur iOS, donc partout, et pardon, sur macOS partout, je vais vous donner comment configurer votre pare-feu. On peut passer comme bonne pratique aussi. Nous pouvons avoir la sauvegarde des données et la navigation sécurisée. Ça, au moins, vous savez. Les différentes méthodes de sauvegarde sont sur disque dur externe, sur votre cloud, etc. La navigation sécurisée, on en a déjà parlé. Étude des cas simples. Oui, voilà. Je vais vous donner une étude des cas que nous avons eu à mener sur un piratage. On peut passer. En novembre 2022, voilà. Oh là là, il y a une petite erreur. En novembre 2022, l'équipe automobile allemande a été victime d'une attaque numérique de grande ampleur. Faute de réponse à leur demande de rançon, les pirates ont subtilé 55 millions de fichiers. À l'origine de cet assaut, un groupe russophone, Lockbit 3.0, qui a diffusé sur son site une liste évoquant les informations volées, les plans d'investissement, les informations sur la vie privée des salariés, mais aussi des données sur les clients de l'entreprise comme Volkswagen, je pense, BM ou Mercedes. Donc, ces gens là-bas ont été piratés et on a mis en vente les fichiers Continental pour 50 millions de dollars. Alors, vous voyez vraiment le danger auquel on s'expose lorsqu'on ne sait pas comment protéger nos données. En conclusion, nous pouvons dire qu'au terme de notre exposé ici, il est clair de voir que la cybersécurité, ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité absolue. Nous avons exploré les fondamentaux de la cybersécurité, des menaces insidieuses aux pratiques protectrices. Et ensuite, nous avons compris le phishing, nous avons vu comment déjouer les malwares, comment créer des mots de passe solides, comment naviguer en Wi-Fi public avec prudence. Et ces actions sont nos remparts. Les mises à jour, les antivirus, les pare-feux, les sauvegardes sont nos outils de défense. Mais la technique ne suffit pas. La sensibilisation est notre arme ultime. Il faut savoir nous informer. Il faut savoir partager l'information aussi que nous possédons et savoir éduquer aussi les autres. Lorsque toi, tu as été piraté et tu sais déjà comment te protéger, il faut aussi savoir informer un autre afin qu'il puisse aussi se prévenir.
Ensemble, créons une culture de vigilance. Les études des cas nous rappellent que les victimes sont réelles et les conséquences sont aussi graves. Ne soyons pas des cibles faciles. Quand même, nous sommes déjà en 2025. Il ne faudrait pas entendre des piratages par-ci, par-là, alors que le monde a évolué et nous savons déjà comment nous protéger. La cybersécurité, c'est un processus continu et une responsabilité partagée. Agissons maintenant afin qu'il ne soit trop tard. N'attendons pas d'être frappés pour nous protéger. En résumé, nous pouvons dire que la sécurité informatique est une question de survie dans un monde numérique. Chaque clic, chaque partage et chaque mot de passe compte. Faisons de la cybersécurité une priorité quotidienne. Votre sécurité, notre sécurité dépend de vous. Je dis et je vous remercie. S'il y a des questions, je pense que vous pouvez déjà les poser. Voilà, merci beaucoup Daniela pour cet exposé vraiment intéressant. Et c'est vraiment intéressant que nous puissions en fait savoir ça. Parce que bon, ces genres d'attaques arrivent souvent. Je me rappelle ce que tu parlais des phishing. Il y a un message comme ça WhatsApp. Peut-être je vais voir si une fois je vois. Il y a un message WhatsApp comme ça qu'on m'avait envoyé sur WhatsApp. On me disait, bon, c'est un peu différent. On me disait, remarque importante, nous pouvons supprimer définitivement votre page, etc. Et il y a un lien qu'on mettait là-bas. Et ces liens, je vais simplement partager ces liens, si moi je peux voir ça. Ces liens, ça ressemble à quelque chose comme Facebook, mais en fait, ce n'est pas un lien Facebook. C'est un lien, bon, je vais te mettre ça dans le chat. J'espère que vous voyez bien d'abord le lien mal écrit, Métaphore business. C'est pas besoin d'écrire business. Alors, si une fois tu cliques là-bas, que tu te connectes avec ton compte Facebook, tu mets tes identifiants et directement, ils auront accès à ton compte. Alors, c'est pourquoi c'est toujours important de sauvegarder, surtout que le piratage a beaucoup plus pris de l'ampleur. Surtout sur Facebook, j'ai vu beaucoup de comptes s'être piratés. Et aussi, une autre chose que je voulais ajouter, c'est aussi d'activer l'authentification à deux facteurs. Souvent aussi, ça aide. Comme Hmm. ça, si une fois quelqu'un il a mis les mots de passe, il pourrait avoir votre mot de passe, mais si une fois tu as activé l'authentification à deux facteurs, on va se demander par exemple de confirmer les codes qu'on lui a envoyés, soit par téléphone, soit par adresse mail. Ça aussi, ça aide. Ça permet aussi de quoi? De renforcer la sécurité. Donc, Voilà. merci beaucoup. Donc, il faut toujours être prudent. Merci beaucoup. Je ne sais pas toi s'il y a des questions parmi nos participants. S'il y a des questions, veuillez jeter taper dans le chat, ou soit ouvrez votre micro et vous aurez la parole. Et s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout le monde a parfaitement compris. Il y a Dorcas Ouais, qui dit qu'il n'a ce pas de n'était pas trop questions. technique. Ce n'était pas vraiment technique. Bon, voilà. Je ne sais pas trop. Personne n'a encore réagi jusque-là. Donc, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a Ouais. pas de questions, merci à tous d'avoir participé à la session. Et surtout, nous devons être des agents, nous devons aider les autres à éviter de tomber dans les mêmes pièges, comme vous l'avez dit. Nous devons aider les autres parce que souvent, bon, pour nous qui sommes dans le domaine de l'informatique, c'est à nous qu'on fait recours souvent on a piraté quelqu'un. Donc, il faut que nous Voilà. aussi, nous puissions savoir comment les aider. Il faut que nous puissions, cette fois, vous voyez quelqu'un, parce que moi, souvent, lorsque je vois un ami se connecter directement, je dis, donc toi, tu n'as pas d'identification à des facteurs. Parce qu'il y a des choses qui aident, donc c'est à nous maintenant notre rôle de sensibiliser les autres et de ne pas tomber dans les mêmes pièges. Donc, merci beaucoup pour cette session vraiment très enrichissante et on se dit à la prochaine. Donc, merci à tous les participants et merci aussi à Daniela pour cette session. Alors, pour ceux qui restent, je vais voir, voilà, il y a une question dans les chats. J'aimerais savoir si quelqu'un fait la vérification en deux étapes, mais le même mot de passe, surtout, c'est compte quels sont les risques. Bon, comme j'ai précisé, il faut éviter d'avoir le même mot de passe sur tous les comptes. Parce que même si vous avez fait l'authentification à deux facteurs, une fois que j'étais pirate,
Que ça soit sur peut-être sur Facebook, ton Instagram aussi sera piraté et peut-être ton compte mail aussi sera piraté. Il faut juste éviter d'avoir le même mot de passe sur tous les comptes. J'espère que j'ai répondu à la question. Il faut savoir être en matière de mots de passe. Et aussi, bon, avoir un seul mot de passe, c'est toujours risqué. Parce que, imaginez, vous avez l'authentification à deux facteurs, on a votre mot de passe Facebook, et puis Voilà, on vous envoie un code de confirmation sur Gmail. Et on sait, on connaît directement ton adresse mail. Il peut se venir avec ton adresse mail, se connecte avec ton adresse mail dans le navigateur, il utilise les mêmes mots de passe, il a les codes de confirmation, il a tout. Donc, c'est toujours mieux de varier les mots de passe sur différents comptes. Ça permet un peu de débrouiller en quelque sorte les signaux pour que, si une fois il a eu les mots de passe ici, lorsqu'il va essayer sur l'adresse mail, ça ne va pas marcher. Et là, ça sera un peu beaucoup plus sécurisé. C'est en quelque sorte ça. c'est ça. Je pense qu'on a répondu à la question. Voilà. Donc, merci beaucoup, Ellie. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Dorcas. Merci beaucoup, Merlin. Je vois Roland. Je vois bon, d'autres chaînes. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour les restes, je vais devoir télécharger la session et nous allons uploader ça sur YouTube. Pour ceux qui aimeraient suivre ça en diffusion, ils auront ça très prochainement. Donc, merci à tous et bonne soirée. Merci pareillement, Tassie.